Bonjour et bienvenue à toutes et à toutes dans Bande Originale, l'émission qui vous aide à y voir un peu plus clair dans les salles obscures. Aujourd'hui, comme la dernière fois, je suis avec Anthony. Bonjour à tous. Et Camille. Bonjour. Et on est là pour vous présenter les films qu'on a aimés. Alors ces dernières semaines, puisque la dernière fois on n'a pas pu être avec vous pour des raisons évidentes. Et quels sont les films qu'on a vus pour cette période, Anthony? On a vu trois films. Alors, on va commencer par le fameux retour de Johnny Depp dans un rôle important apparemment avec Strictly Criminal, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je le prononce bien. Ce retour après 10 mois avant un rôle important. Et d'abord, parce que Mordecai c'était génial. Voilà. On va continuer avec Crazy Amy, un film de Judd Apatow avec Amy Schumer. Et nous allons finir avec l'adaptation de Macbeth. Encore une fois, avec Michael Fassbender et notre cher compatriote Marion Cotillard. Et c'est réalisé par Justin ou Justine Kurzel. Et voilà. Après cette superbe présentation, je pense qu'il est temps de commencer avec Strictly Criminal. Strictly Criminal donc, et c'est toi Camille qui l'a vu. Ouais, c'est donc le troisième film de Scott Cooper après deux navets, donc Crazy Heart et Les Brasiers de la colère. Et donc je pense qu'on n'est pas d'accord sur Les Brasiers de la colère, mais bon c'est pas le plus important. Pour le coup, c'est pas le plus important aujourd'hui là, oui. Parce que sinon on risque de rentrer dans des vrais débats. Non, c'est un film sur Whitey Bulger, un gangster très connu aux États-Unis, qui avait inspiré le personnage de Jack Nicholson dans Les Infiltrés. Et c'est avec donc Johnny Depp, Corey Stoll, il y a Dakota Johnson, Joel Edgerton et il m'en manque un, et Kevin Bacon. Tiens, voilà, on va citer Kevin Bacon parce que c'est le meilleur. Oui, un gros casting quand même. Ouais, parce que c'est le plus beau Kevin Bacon en plus. Mais, ouais, non, vraiment ouais. Et dans le casting, parce qu'il y a aussi Benedict Cumberbatch, pendant que j'y pense, qui a un rôle vraiment très gros dans le film, mais qui fait le maximum avec son faux accent bostonien. Mais non voilà, donc c'est un film de gangster qui est pour moi dans la lignée des Infiltrés et d'American Gangster et de tout ce qui s'est fait depuis après 20 ans dans le genre, parce que c'est vraiment bien rythmé. Quand on sait qu'en plus ils ont coupé tout Sienna Miller quand ils ont coupé tout Sienna Miller au montage, donc tu sens que les mecs ils ont vraiment bossé sur le rythme. Et c'est un film qui est vraiment impressionnant d'une partie parce que Johnny Depp est absolument fabuleux dedans. Mm-hmm. Il inspire vraiment la terreur, le diable en personne quoi. Et aussi tout le supporting cast qui est vachement réceptif à la manière dont Johnny Depp joue ce mec super flippant et qui parvient à faire passer à chaque fois la peur qu'ils ont et ça donne des séquences absolument remarquables, même si on passe toujours par les lieux communs du film de gangster, c'est-à-dire la scène à table où le mec fait flipper un autre et finit en rigolant en disant mais non mais je déconne, mais en fait je déconne pas du tout parce que j'ai quand même te niqué à la fin. Ou ou les séquences d'assassinat sous fond de musique 70s, donc ça reste quand même. Ça se passe à quelle époque au fait? Ça se passe entre 75 et 2001, mais 2001 c'est très très court, donc ça se passe entre 75 et 85. D'accord, ok. Et après bon, il y a quand même toujours ce petit défaut de structure du film où tu commences t'as une voix off d'un mec qui raconte, donc ce qui tue un peu le suspense pour ceux qui n'ont pas lu l'histoire sur Wikipédia, genre machin est pas mort, mais non, parce que c'est lui qui raconte l'histoire. Et comme on n'est pas chez Everstone, donc le narrateur ne meurt pas à la fin. Donc ouais, donc tu pars sur une structure assez classique et tu finis par avoir un film qui est effectivement plutôt classique, mais qui est vraiment vraiment bien foutu quoi. En fait, ce que t'es en train de dire, c'est qu'il est surtout bien écrit, que les personnages secondaires existent. C'est ça. Ouais. Et que Johnny Depp arrive peut-être enfin à jouer autre chose qu'un pirate drogué. Oui, ça, ou un individu rempli de maquillage drogué chez Tim Burton. Alors pour le coup, un individu rempli de maquillage, je pense qu'il est quand même bourré de maquillage dans le film. Là. Ah non, non, j'ai vu quelques images, c'est possible, mais c'est pas le même quoi. On va dire qu'il a pas le visage tout blanc, on le reconnaît, tu vois. C'est vrai qu'on est très loin. C'est vrai qu'on est très très loin de ces derniers rôles. Pour le coup, c'est vrai. C'est que il était en train un peu de tomber dans la comédie ou dans la parodie de lui-même. Et là, non. Là, il est straightforward. Moi, je pense surtout il s'est dit qu'il avait un loyer à payer et que les Pirates des Caraïbes, ça payait bien. Ouais, ça coûte cher un divorce avec Vanessa Paradis, mine de rien.
Ça, j'en sais rien, mais t'es bien renseigné, Camille, dis donc. Ah, bah oui, Closer, c'est toi. C'est moi, ouais. Non, mais il faut l'entretenir, Lily Rose, quand même, donc, Mais, moi, de ce que j'ai lu à gauche, à droite, c'est tout le monde annonçait, justement, le grand retour de Johnny Depp, enfin dans un rôle important, un rôle sérieux, un rôle où il joue bien, apparemment. Est-ce que tu confirmes vraiment, ces impressions dithyrambiques, sur sa performance? Ah bah oui, ouais. Non, mais alors lui, ce qui m'a vraiment très très surpris dans le film, c'est que le film est sur lui, ça y a pas de problème, c'est vraiment sur lui, sauf qu'au final, c'est pas on va dire qu'il partage le premier rôle avec Joel Edgerton, qui est vraiment moins bon que Johnny Depp. Il est bon, enfin il fait du Joel Edgerton quoi, mais tu sens vraiment genre la vraie différence. Tu vois que Johnny Depp, il est je dirais pas que c'est le rôle de sa vie parce que bon oui, il a eu fait d'autres trucs quand même. Voilà, on peut les compter genre sur les doigts de 5 ou 6 mains, mais non, mais c'est un rôle qui va le redéfinir à mon avis et qui j'ai bien peur qu'on le voit de plus en plus dans ce genre de rôle là et que qui retombe pas dans la parodie de ce rôle là aussi. Voilà. Bah, c'est ce dont j'ai un peu peur quoi, c'est que parce qu'on se dit putain, il joue vachement bien les chefs de gang. Ah bah tiens, on va le faire jouer un chef de gang dans 5 ou 6 films après quoi. Ils sont forcément ils sont forcément bons. Et sur l'échelle, on va dire, tu t'avais parlé des infiltrés il y a quelques instants, tu le mettrais bien en dessous ou... Non, pour moi, c'est égal. Non, pour moi, c'est vraiment l'égal d'un film comme Les Infiltrés ou d'un film comme American Gangster, quoi. C'est un truc, vraiment genre 2h20, je sais pas, qui est vachement bien construit, qui est passionnant, c'est même édifiant par moment, quoi. Non, c'est vraiment un film vraiment très très intéressant, quoi. Pour en plus un réalisateur apparemment qui aurait fait de navets. Ouais, pour un PNQ, ouais. Pour un vrai PNQ, Scott Cooper. Ça balance aujourd'hui. Oui, mais c'est une grosse surprise pour moi que ce film soit vraiment excellent. Mais j'étais sur le cul aussi. Mais moi je m'attendais pas. Moi je me suis dit je vais aller voir parce que bon Kevin Bacon quoi. Non, le film. Non mais parce que je pensais qu'il y avait un peu entre guillemets une hype autour de Johnny Depp, enfin un rôle sérieux, ça faisait longtemps. Je me suis dit, je suis sûr que c'est un peu surestimé tout ça. Je signe un peu la même chose que toi. Et puis apparemment non, c'est un bon film à voir absolument. Je pense que ça va voir absolument, oui. Enfin pour ceux qui pensent que Les Infiltrés est un bon film, pour ceux qui pensent que American Gangster est un bon film, pour ceux qui sont passionnés par ce genre d'histoire de gangster, c'est un film à voir absolument quoi. Et en plus, il y a Jesse Plemons qui continue à casser son image de Friday Night Lights, donc qui est vachement intéressant dedans aussi. Et Adam Scott avec une moustache, c'est un film avec Adam Scott. Non mais c'est fou parce que Adam Scott a fait 2 films cette année. Il a fait donc Strictly Criminal et le film avec Jason Sudeikis, Alison Brie dont j'ai plus le nom, Sleeping with Other People, et ça avait un nom à la con en français. Il avait une moustache. Il avait une moustache dedans. Et il joue trop bien quand il a une moustache. Ces 2 films sont absolument exceptionnels donc. C'est la moustache porte-bonheur. Non mais c'est fou. Ça tient du prodige ce truc là. Adam Scott avec une moustache, c'est un film qui est absolument excellent. Espérons qu'Adam Scott garde sa moustache, comme ça on aura peut-être quelques bons films sur nos écrans. Le plus longtemps possible, ouais. En plus il est beau avec. Oh là là. Et nous allons passer donc à Crazy Amy de Judd Apatow. On continue donc avec un genre tout à fait différent. C'est une comédie de Judd Apatow qui s'appelle Crazy Amy et qui parle dans l'ensemble d'une jeune femme qui s'appelle, devinez comment, Amy, et qui est convaincue que la monogamie n'existe pas et qui a un certain nombre d'aventures sexuelles sans lendemain et qui va rencontrer au hasard de son travail de journaliste un médecin pour une équipe de sport et qui est très gentil avec elle et avec qui une relation pourrait être possible. Et la grosse question est, Amy réussira-t-elle à passer son espèce de peur de la fidélité qu'elle a héritée de son père pour avoir une relation durable. Donc c'est une comédie romantique, tout ce qu'il y a de plus classique. La présentation à peine. Non, j'ai pas aimé pour le coup, j'ai vraiment pas accroché. D'une part parce que il y a un effet de mode. Alors c'est un truc que j'avais vu dans un film qui était français pour le coup, qui était sorti il y a quelques semaines, qui s'appelle Lolo. Il faut arrêter les filles de croire que en 2015, c'est subversif de dire qu'on a des problèmes avec sa chatte. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est surtout quand ça n'amène rien.
Alors tu peux parler de cul, il y a pas de problème, mais à un moment donné, c'est juste dire ça pour faire drôle et dire ah regarde moi je suis cru et tout, ça devient totalement relou. Alors je sais pas vous ce que vous en avez pensé en tant que en tant qu'homme. Voilà, c'est ça. Mais moi pour le coup ça m'a gonflé. Il y a au début du film où il y a vraiment que ça, j'étais et c'est quand que ça s'arrête quoi, vraiment. Bah pour ma part, j'ai pas trouvé le film si cru que ça par rapport à d'autres productions américaines. Ça reste du Apatow quand même, il est plutôt léger je trouve sur le côté justement quand il parle de sexe par rapport à d'autres choses que j'ai vues. Je trouve le personnage un peu moins vulgaire que d'autres personnages que j'ai pu voir. Après, c'est vrai que le sujet est pas extraordinaire. En même temps, c'est l'actrice, c'est Amy Schumer qui est humoriste, qui a une série à son justement, nom, tu vois, qui a écrit le scénario. Je suis déçue parce que moi j'aime beaucoup ce que fait Amy Schumer à côté de ça. Park and Recreation, tout ça, c'est génial. Mais là, pour le coup, j'ai vu absolument aucun intérêt. Après, est-ce que c'est la faute d'Apatow parce que je le considère pas comme l'espèce de grand génie de la comédie américaine que les critiques voudraient nous vendre visiblement, mais alors là j'ai trouvé ça c'est vraiment c'est une production tout à fait banale. Je sais pas moi en voyant le titre, alors c'est pas le titre américain qui a été très mal traduit, je sais pas encore d'où ça leur est venu. Le titre américain c'est Trainwreck, qui veut dire accident de train. Mais c'est dur à traduire quand même, Alors, oui, ça doit être une expression, je pense, qui doit vouloir dire autre chose. Ouais, je crois que par désastre ou ouais. Bref. Bon, voilà, donc en voyant un titre français, je m'étais dit ça va être un truc méga déjanté, vraiment, voilà, qui a pas de limite. Or, bon, c'est quand même extrêmement classique. Il y a une espèce de fausse subversion avec ces histoires de cul. Bon. Voilà, j'ai déjà dit ce que j'en pensais, mais à côté de ça, c'est vrai que c'est d'un classicisme à pleurer. Moi, j'ai deux points qui m'agacent énormément et qui m'agacent chez Apatow depuis très longtemps et qui sont vachement forts dans le film. C'est bon, alors le premier, c'est je sais pas pourquoi chez Apatow, mais dès que t'es normal, t'es un mec super flippant en fait. Non mais c'est fou, c'est un mec normal, t'es forcément un tueur en série et tu sais en plus on fait passer ça pour la comédie genre regarde-le, il a une femme et des enfants, il était super flippant genre le mec regardez t'as un gamin qui aime bien les cours, putain il est forcément super chelou tu vois. Ah bah c'est le oui parce qu'il faut savoir que dans le film la sœur de Amy elle est plutôt l'inverse, c'est plutôt opposée avec son mari son fils et c'est vrai que elle la vision qu'elle en a elle trouve ça un peu flippant qu'il soit heureux dans cette manière de vivre et ils sont tous moi ça m'a pas choqué parce que là du coup c'est un point de vue subjectif, c'est Amy qui pense qu'ils sont flippants. Ouais mais c'est constamment la même chose si tu veux. Et en plus la manière dont il le filme avec tous les gars sur le gamin t'es pas le problème c'est que tu finis par ressentir de la sympathie pour des personnages dont on se fout de la gueule pendant tout le film. Et par exemple à un moment t'as John Cena qui John Cena qui est un des copains de Amy durant la première partie du film et si on accepte quelques parties de sa personne, c'est un mec plutôt normal quoi, il veut juste une relation stable et tout ça et le mec passe pour le dindon de la farce tout le film. Alors c'est bien gentil parce que John Cena est vachement drôle dedans et j'espère le voir plus souvent dans ce genre de rôle. Meilleur acteur de tous les temps. Ah bah mais pour le coup non, il est vachement bien quoi. Superlatif. John Cena en fait c'est un catcheur, il faut savoir, à WWE. Ouais, un des plus grands catcheurs en ce moment en tout cas. Et c'est vrai que généralement on le voit dans des productions bourrines. Du type The Marine, ce genre de choses qui sont vraiment 12 rounds. Des trucs vraiment comment dire, c'est gentiment pourris. Ah oui. C'est gentil hein. Ah oui putain, nul à chier. Produit généralement par la fédération de catch et là justement, il est dans un autre univers, il joue un personnage qui adore le crossfit, qui adore les muscles, les protéines, mais qui passe plutôt bien à l'écran même si de premier abord, il a l'air un peu caricatural. Ouais. Mais excellent. Il est vraiment très drôle quoi. Lui quand lui est là, le film est drôle. Quand LeBron James est là, le film est drôle. Et c'est l'autre truc qui m'agace un peu chez Apatow, c'est cette espèce de name dropping constant. Oui, ça c'est vrai. Où tu te sens obligé de ramener Tilda Swinton. Alors tu la ramènes, mais puis surtout pour l'utiliser, pour la sous-exploiter quoi, parce que comparé à ce qu'elle a fait avant, c'est un rôle de merde. Ouais, vraiment. Bon, elle est bien dedans. Tilda Swinton qui joue elle est bien dedans, mais c'est le rôle rôle en soi, il est pas du tout consistant. Surtout que c'est quoi? C'est la meuf du diable s'habillée en Prada, version journaliste pour homme. Donc ça. On s'en fout dans l'absolu. Je veux dire, ça n'a aucun intérêt. Genre tu la prends pour jouer un truc pourri, pour
pour la changer physiquement, parce qu'il faut pas qu'elle ressemble à Tilda Swinton pour le coup, parce que faut que ce soit la petite surprise à la fin, genre quand le mec fait oh la vache c'était Tilda Swinton, oh putain c'est vachement drôle, ah bah je vais rigoler à la fin. On la reconnaît bien quand même. Ah mais je l'avais absolument pas reconnu. Non mais c'est ouais. Quand j'ai vu. Non c'est vrai qu'après j'ai regardé moi aussi. C'est vrai que tu sais genre j'avais lu. Elle a les cheveux longs, elle a assez maquillée, enfin. Ouais, elle fait beaucoup plus féminine. Ah bah écoute, c'était la seule fois de ma vie où je me suis dit putain la vache, eh bah écoute, elle me plaît bien dedans, tu vois, je crois que c'est la seule fois de ma vie. C'est vrai quoi, tout le côté un peu particulier de son physique est totalement gommé, donc du coup tu la reconnais beaucoup moins. Bah tu la prends pour rien quoi, oui. Si tu la prends pour l'apprendre et pour te dire j'ai fait une comédie avec Tilda Swinton, regardez-moi, je suis un génie, Judd Apatow. Non mais oui, la question aussi que même malgré ses petits défauts, est-ce que t'as rigolé? Est-ce que vous avez ri? Est-ce que le film dure assez longtemps? Moi, c'est vrai qu'il dure longtemps 2h08. Dans la mesure où j'ai du mal à trouver le personnage d'Amy sympathique, parce que déjà ce départ moi j'avais vraiment l'impression d'une caricature vivante. Et moi je trouve pas du tout ce personnage bien écrit, je le trouve pas. Enfin, il y a rien où j'arrive à le raccrocher une espèce de réalité. L'histoire du père qui raconte à ses filles au début, oh là là, la poupée. Bon alors qu'est-ce que ce serait si tu devais jouer qu'avec une seule poupée jusqu'à la fin de ta vie? Pour le coup, je me suis marré. Moi aussi. Pour le coup, je me suis vraiment marré. Ça, c'est marrant au début, tu vois, mais quand tu vois que tout le film et toute la personnalité d'Amy est basée là-dessus. Ouais. Là, tu te dis bon, ça va, tonton Freud, laissez-le de côté, quoi, ça suffit. Les parents, on s'en fout. À un moment donné, elle a une existence, cette pauvre bonne femme. Il y a juste ça qui l'a marqué. Et voilà, moi, j'ai vraiment trouvé ça mal écrit à ce niveau-là. Il y a aucune. Il y a du name dropping qui peut donner un espèce de semblant de profondeur à des personnages comme John Cena, comme LeBron James. Ok. Mais à côté de ça, il y a aucune. Le personnage d'Amy en lui-même, il ne dit rien du tout. Il a aucun intérêt. Un film, il y a zéro consistance dans le film, quoi. Voilà, mais c'est ça qui m'a énervé tout le long. En fait, le problème, c'est que le mec, il te fait une comédie romantique où il veut un peu dynamiter les codes. Dynamité d'où je pense, quoi. C'est, parce qu'au final, alors que genre, un an auparavant, t'avais une vraie parodie de comédie romantique qui était sortie avec Paul Rudd, qui est pas sortie en France, qui s'appelle They Came Together, de David Wayne, et c'est tellement plus intelligent, c'est tellement plus fort, et le problème c'est que c'est sorti il y a juste un an avec des acteurs qu'on retrouve souvent chez Apatow pour le coup. Donc, parce que Paul Rudd il fait partie de la bande à Apatow. Ouais, voilà. Donc t'avais Paul Rudd, t'avais Amy Poehler, il y avait bref, il y avait vraiment des mecs qu'on voit tout le temps chez Apatow, et donc tu pouvais associer ce film par association d'idées avec Apatow, et donc tu penses qu'il souffre de la comparaison, quoi. Ah mais putain, mais c'est même pas sachant que pour une fois il l'a pas écrit ce film quand même. C'est pas lui qui a écrit, c'est c'est lui qui a réalisé. C'est vrai que ça reste dans ses thématiques, mais tu sais ça reste dans toutes ces thématiques et dans tous ses défauts, c'est-à-dire que le mec est un foutu de faire un film de moins de 2 heures. Ça. Mais en même temps, tu vois, c'est peut-être par rapport à sa culture stand-up où les blagues doivent s'étirer, parce que c'est souvent ça chez Apatow. Il y a une différence entre. C'est super dur de faire un bon truc de stand-up au cinéma, quoi, d'adapter ça. Le stand-up, c'est vraiment parce que c'est. Oui, je pense qu'il y a. Je pensais pas du tout à ça quand je l'ai vu, mais je pense que c'est pas faux non plus. C'est vrai que ce personnage-là qui fait t'as l'impression qu'il fait plus ou moins la même blague pendant 2 heures. Le personnage principal, c'est celui qu'on voit tout le temps et qui en fait, alors soit c'est comme le stand-up, soit ça marche parce que le personnage est intéressant, qui raconte des bons trucs, soit c'est de la merde. Et là, pour le coup, je pense qu'on est plutôt dans la deuxième catégorie. Même si le film a quelques qualités, dans l'ensemble, c'est noyé dans. J'ai l'impression que je vois trop ce qu'il veut faire et que du coup, ça m'ennuie. Voilà, c'est peut-être ça, moi, ce qui m'a. En fait, au final, s'il y a vraiment un vrai problème à Apatow aujourd'hui, c'est que le mec, quand il est arrivé, effectivement, il faisait plaisir à tout le monde parce que c'était un peu différent à l'époque où il est arrivé, quand il a ramené Seth Rogen et tout le bordel. Genre, c'était un peu, il produisait beaucoup et les films qu'il produisait pour le coup étaient bien et les films qu'il réalisait, bon, ça a quand même toujours été vraiment, le bas du bas du panier de ce genre-là. Et là, aujourd'hui, t'as des mecs et des filles qui arrivent pour, et qui sont infiniment meilleur, quoi. Donc mais ils ont pas la carte. Ils s'appellent pas Judd Apatow, voilà. Genre par exemple, il y a Leslie Edland qui est arrivé donc avec Bachelorette il y a 3 ans
Et donc Sleeping with Other People cette année, tu sens j'irai pas l'inspiration à Pato, mais tu sens que c'est le même ton, quoi. On parle cru, ça parle d'histoire de cul au lieu de parler d'histoire d'amour comme les films de Jennifer Aniston des années 90. Mais voilà quoi, c'est vraiment genre dans cette mouvance là. Et que ce soit Bachelorette ou Sleeping with Other People, c'est incroyablement meilleur que ce qu'Apato a réalisé de mieux. Genre je sais pas, le seul film d'Apato que j'aime vraiment beaucoup, c'est 40 ans en mode d'emploi, et à la limite. C'est 40 ans toujours. Et je crois que c'est un de ceux qui s'est fait. Il l'a écrit, alors. Il l'a pas. C'est celui avec, aussi, il y a sa femme dedans, je crois. Si, c'est avec les semaines, celui qui est sorti il y a 2 ans. 40 ans en mode d'emploi? Ouais. Il l'a réalisé? Ouais, la suite Je crois que c'est un de ceux qui s'est fait le plus, qui a le moins bien marché d'ailleurs. Ouais. De chez Apato. Bizarrement. C'est bizarre que c'est parce que c'est celui qui parvient parfaitement à trouver cette nuance entre la comédie et le drame, parce qu'apparemment ça le travaille à Pato, ça le drame, lui il va en faire. Le problème c'est qu'il a fait Funny People et que c'est insupportable. Mais ouais, donc c'est peut-être genre le seul film de lui qui m'a plu, et mais je sais pas, il retrouve pas cette espèce de espèce de mojo qu'il avait en le réalisant, et là c'est pas, pour moi c'est pas un très bon film, et non, moi non plus. Ça sera oublié d'ici vu que j'ai vu il y a 2 semaines et que je me rappelle pas des masses déjà. Ça sera oublié d'ici 24 heures. Ouais, je pense. Ouais. Bon bah voilà, sur cette magnifique note, nous allons passer au film sérieux de la semaine, Macbeth. Et on termine avec Macbeth, le film de Justin Kurzel, c'est bien ça? C'est bien ça. Ce film donc avec Marion Cotillard et Michael Fassbender qui a été présenté au Festival de Cannes, me semble-t-il. Alors ce film qui est une adaptation de l'œuvre de William Shakespeare en quelqu'un qu'on connaît très peu. Voilà, un jeune scénariste prometteur. Voilà, c'est ça. Il vit à Hollywood en ce moment. Un certain ancêtre de Kevin Bacon, Francis Bacon, évidemment. Ça vire n'importe quoi cette émission. Beaucoup trop de sérieux. C'est ça. Alors de quoi parle quand même Macbeth? Alors on est en Écosse au XIe siècle. Macbeth, c'est un Tan de Glamis, si je me trompe pas, qui parvient à éradiquer les armées de Norvège et de Finlande, et qui se retrouve à la fin de cette bataille entre 3 sorcières qui lui prédisent un grand avenir, celui de devenir roi d'Écosse. Et sa femme, en apprenant cela, veut absolument que cette prophétie se réalise, et tous les deux sombrent dans une sorte de folie noire où ils vont tout faire pour que cette prophétie se réalise. Alors il faut savoir qu'il y a eu énormément d'adaptations de Macbeth. Il y a eu Orson Welles qui en a fait une. Laurence Olivier aussi. Laurence Olivier. Il y a eu Kenneth Branagh qui en a fait une aussi. Donc Justin Kurzel, il arrive après tout ça. Surtout que celle d'Orson Welles était vraiment... Moi je l'ai vu un petit moment, mais était énorme. Donc voilà. On touche pas Orson Welles. On touche pas Orson. Vas-y, remets tes lunettes. Monsieur Welles, s'il vous plaît. Alors, André Bazin disait que... Non, mais moi, j'avais adoré cette version. Et justement, moi, au départ, je voulais Macbeth comme ça au cinéma. Je me dis, j'ai pas envie de revoir ça. Et en fait, c'est en voyant la bande-annonce que je me suis dit que ça pouvait être pas mal, parce qu'elle était quand même bien foutue, beau, hein, et qu'elle donnait envie. Ouais. Même c'est quelque chose qu'on retrouve dans le film, tout l'aspect de décor est très très bien, très beau, très bien travaillé. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé. Après, niveau des interprétations, moi j'aime bien Michael Fassbender de façon générale. Vire ce sourire de ta gueule, Anthony. Alors Marion Cotillard, j'étais beaucoup plus dubitative. Alors, pour le coup, je vais être obligée d'être un peu objective. Autant dans plein de films, je la trouve tellement nulle qu'elle me casse le truc. Autant là, c'est pas arrivé. Elle doit être à peu près bien dirigée. Non, elle tient bien son rôle, celle de la femme de... Voilà, après, je pense que si tu la vois à côté de Michael Fassbender, qui est un acteur qui a vraiment, très physique, beaucoup de charisme, etc., quelqu'un qui tu remarques direct,
c'est sûr qu'elle souffre beaucoup de la comparaison parce qu'elle a un truc beaucoup plus discret. Voilà, c'est ça, c'est pas en même temps le même type de rôle, on va dire. Voilà. Mais c'est vrai que Fassbender, tu vois, après bon, moi j'aime bien Shakespeare, j'aime bien la pièce de façon générale, et j'aurais aimé voir quelque chose d'un peu plus une Lady Macbeth un peu plus, je veux pas dire burné parce que c'est pas la bonne expression, je pense. mais voilà, quelque chose avec un peu plus qui c'est vraiment l'air d'être tous les deux dans leur truc et qui est vraiment une espèce de folie, et cette folie je la vois assez chez Fassbender et pas du tout chez Cotillard, ou beaucoup moins en tout cas. Bah, ça aurait été quand même un joli petit twist qu'elle soit burnée justement, ça aurait été... mais, ah oui. Non mais j'ai vu, enfin moi en tout cas, j'ai pas vu le film, mais j'ai lu donc certaines critiques dans certains journaux que je ne citerai pas, Télérama pardon. Le meilleur de tous. Ah bah bon, aux toilettes c'est parfait pour lire. Non vraiment ouais, donc j'ai lu des critiques qui disaient que justement que Kurzel avait pas mal forcé sur les scènes de bataille et que ça ressemblait très vite à ça reste Télérama voilà. Oui. Et vous disiez que ça ressemblait limite à un Seigneur des Anneaux à un moment. Et non, un Game of Thrones pardon. Moi ça m'a pas marqué. Il faut savoir que c'est surtout au début et à la fin en fait. Alors au début justement c'est le moment où il affrontait les armées ennemies et mais il y a pas un instant où je me suis dit tiens, on est dans le Seigneur des Anneaux, surtout dans la manière dont il filme. Je vois pas le rapport, même par rapport au Game of Thrones, pardon. J'allais le franciser. Trône de fer. Trône de fer, voilà. Non, moi j'ai pas du tout pensé à ça, surtout qu'il y a deux scènes de bataille, et encore c'est pas des batailles avec énormément de figurants, parce que il enveloppe ça d'une sorte d'onirisme avec du brouillard, tu vois, c'est pas le Seigneur des Anneaux quoi, il y a pas un mec qui est en train de faire un long speech et tout le monde va se fighter contre des orques. Non, parce qu'au final, voilà, moi j'aime beaucoup Shakespeare aussi, c'est mon petit péché mignon, j'aime beaucoup lire des pièces non mais vraiment, plus j'aime beaucoup lire des pièces de Shakespeare, c'est génial Shakespeare. Avant de dormir parce que ça voilà. Mais je suis entouré d'un télo aujourd'hui. C'est ça. Et donc donc moi ce qui m'intéressait énormément justement, c'était de voir s'il avait gardé le texte parce que moi ce qui me dérange dans les adaptations de Shakespeare, c'est que ils se sentent obligés de garder le texte constamment parce que on touche pas à Shakespeare, et je suis d'accord sur certains points. Mais carrément, tu finis par faire un film très surtout chiant. c'est dur c'est dur de faire un bon effet avec ça, parce que c'est quand même un texte, c'est une façon de parler qui est très ancienne. Par exemple, dans Roméo plus Juliette de Baz Luhrmann, pour citer le plus connu. Alors là, pour le coup, il a réussi à faire quand même un petit décalage et un truc qui marche. Autant j'avais vu une adaptation c'est pas le seul truc qui marche dans le film, parce que sinon putain la vache. Non mais ça je parle au niveau du texte seulement. Après après autant j'avais vu un film de Joss Whedon, alors je sais pas du tout pourquoi il s'était intéressé à Shakespeare, ce brave homme, mais il avait fait une adaptation de Beaucoup de bruit pour rien. Beaucoup de bruit pour rien, exactement. C'était et là génial. pour le coup, alors oui, le film était très sympa, par contre j'ai pas vu comment il exploitait le texte vis-à-vis de l'image. Du coup ça n'avait aucun intérêt. Mais dans Macbeth, parce que moi j'ai vu les films mais j'ai pas lu la pièce. Moi je pense que globalement c'est une bonne adaptation. Alors ils ont pris comment dire, ils ont pas pris tout à la lettre, parce que il y a des moments où tu sens bien que c'est pas Shakespeare derrière. Et donc moi j'ai pas trouvé ça gênant, je me suis pas trouvé devant un film chiant, ennuyant. Ennuyeux ou ennuyant, je ne sais Ennuyeux. Plus. Merci beaucoup. Merci de corriger mon français. Mais par contre, moi, je trouve que le film, il peut se partager en deux parties, se diviser en deux parties, c'est-à-dire il y a une première partie très posée, et globalement le film l'est, il faut le dire. C'est beaucoup de plans qui font assez tableau par moment, où t'as Macbeth qui regarde au loin, et puis derrière t'as t'as le bleu de l'horizon. Enfin, c'est très beau en même temps. Et en même temps, on est quand même dans un film de poseur. Le mec, il se dit, c'est trop beau. Là, je tiens mon truc. Ça se sent un peu parfois sur cette scène de bataille. À un moment donné, justement, t'as Macbeth donc en train de gueuler, ils sont en train de charger. Et puis on a à un moment donné des ralentis, puis accélération, ralenti, on revient en vitesse normale. Bon, ça, je me suis dit, si ça dure pendant 2 heures comme ça, je vais me faire, ça va me saouler. Ce que j'aime bien, moi,
Ça, j'aime bien ce genre de... Ouais, dans 300, tu peux éventuellement aimer, voilà. mais... C'est la seule raison pour laquelle j'aime 300, d'ailleurs. C'est ce genre d'effet-là, parce que au final, genre, des scènes de bataille, on en a vu des masses et des masses et des masses et des masses. Et c'est quand tu la stylises que je trouve que ça devient intéressant. Et bah donc, là, oui, voilà, là, de toute façon, c'est un film surstylisé, mais qui passe plutôt bien, justement, dans cette seconde partie, je trouve, où ils sont dans la folie. J'ai pas du tout trouvé ça surstylisé. Dans la mesure où ça parle de gens qui deviennent totalement fous, tu peux te dire c'est une espèce de vision subjective et du coup l'espèce de surstylisation dont tu parles se justifie. C'est pas faux, oui. Merci beaucoup. Je t'en prie. Non mais voilà, moi j'ai trouvé ça quand même un peu surstylisé, mais dans le bon sens. Enfin, je veux dire, justement dans toute cette partie où ils sont dans la folie, Macbeth et sa femme, j'ai trouvé ça vraiment assez prenant. Moi, justement à la fin du film, j'étais vraiment à fond dedans, alors que justement dans cette première partie où il est pas encore le Macbeth, j'étais pas loin de m'endormir. Mais en même temps, j'étais fatigué. Mais il y a des moments il y a des moments de silence, il y a des moments où il se passe pas grand chose, il y a surtout des regards et donc c'est assez dur au départ. Mais finalement, dès qu'il devient roi, puisqu'il devient roi, hein, spoiler. Oh putain toute cette partie est très intéressante, surtout que Fassbender, il arrive à faire passer des choses rien qu'avec le regard. Des fois, il a même pas besoin de parler pour que tu dises ah ouais, ce mec il est fou. Et moi globalement, c'est vrai que j'y repensé après, quelques jours après. C'est vrai que finalement, c'est un très bon film, je pense. Je suis assez d'accord avec ça. Pour le coup, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Malgré Marion Cotillard, ce qui est une qui grande... joue très bien dans le film, je tiens à le préciser. Nous n'allons pas être d'accord. Ce n'est pas Léa Seydoux. Non, c'est le grand, un demi-centimètre au-dessus. Enfin, non mais, par contre que tu viens de bâcher Léa Seydoux après sa seule bonne prestation de toute sa carrière, quand même. Ah, tu parles de The Lobster, c'est ça? Ah bah non, non. Non, j'ai cru que c'était ironique. Justement, que tu la vois, The Lobster, et que la semaine suivante, tu vas voir Spectre, qui est pas non plus un bon film, mais que tu vois Léa Seydoux, qui est plutôt pas mal, au final. Oui, enfin, c'est-à-dire qu'elle part de loin aussi, hein, il faut... Et puis il y a Monica Bellucci avant, donc ça aide beaucoup à bien jouer. Oui, là, c'est encore le... Enfin bref, c'est pas une émission sur Léa Seydoux. Donc il est temps de passer au récapitulatif de cette semaine. Donc après toutes ces brillantes digressions, il est temps de passer à la partie la plus concise de notre émission, c'est le récapitulatif de nos critiques. On commence donc avec Camille. Et son Johnny. Ah ouais, bah là, il faut absolument aller voir ce truc criminel, quoi. Ça devrait être obligatoire même. Oh, intéressant. Ouais, non voilà, non vraiment, je pense que Johnny Depp, je pense qu'il a mis ses 2 pieds bien à la cérémonie des Oscars, parce que je dis pas qu'il va le gagner. Je pense que Michael B. Jordan va le prendre pour Creed. Ça me paraissait évident. Mais voilà, je pense qu'il a mis ses 2 pieds dedans et je pense que le film aura quelques petites statuettes à la fin. Mais en tout cas, il l'aura mérité. C'est un très bon film. On continue avec Crazy Amy, le film de la semaine, visiblement. Bah, moi, je suis plutôt mitigé sur le film. Je suis pas aussi négatif que vous dessus. Pour moi, c'est Je suis pas si négatif. Je trouve le film intéressant sur certains points, mais ultimement loupé. Oui, voilà, c'est pas la comédie de l'année, mais après c'est pas non plus un moment très désagréable. Donc si vous avez juste envie de sourire ou de vous marrer un peu, surtout au début du film, vous pouvez aller le voir. Moi, c'est marrant, Camille, parce que je dirais exactement l'inverse de toi. C'est un film qui n'est pas loupé d'un point de vue de la réalisation. Par contre, il est totalement inintéressant. Voilà, il essaye de masquer avec du name dropping, comme tu disais. Et bon, c'est une technique qui est tellement utilisée que ça marche pas. Donc bon, après, si vous aimez le genre, si vous aimez Judd Apatow, je pense que vous allez pas être vraiment déçu par ce film. Mais moi, pour ma part, ça ne marche pas, et donc je ne peux pas vous le conseiller. Par contre, il faut juste rappeler rapidement que c'est vrai que c'est une comédie très américaine. C'est-à-dire que si vous connaissez pas, parce que ça parle beaucoup de sport dans le film, et donc ici Tom Brady, Tony Ramos sont des quarterbacks de football américain. Et donc il y a des blagues un peu autour de ça, et c'est vrai que si vous connaissez pas toute cette culture, on va dire, ça va vous passer au-dessus de la tête. Donc voilà. Terminons avec Macbeth. Je pense qu'avec probablement Strictly Criminal. Black Mass.
Merci. C'est le film à aller voir. Fassbender est vraiment énorme dans ce rôle. Alors, est-ce que c'est le meilleur Macbeth qu'on ait vu au cinéma? Je ne pense pas. Ah bah attends, j'en connais beaucoup qui vont faire comme toi et ne pas trop renier Orson Welles. C'était intellectuel et sémantique aujourd'hui. Là, t'as vu ça? Beau, mais vraiment, c'est plutôt intéressant. C'est très beau visuellement. Il y a des idées. Marion Cotillard, moi, je trouve qu'elle tient bien son rôle. Et voilà, globalement, il y a surtout les dernières 3 quarts d'heure que je trouve vraiment énorme. Je suis assez d'accord avec ça. Pour moi, c'est un assez bon film. Je suis un peu plus mitigée sur Marion Cotillard, mais bon, ça reste moi. Mais sinon, je pense que tu as à peu près tout dit hein, dans ta critique. Moi, personnellement, j'ai pas vraiment ressenti cette espèce d'ennui dont tu parlais au début du film. Mais sinon, à part ça, je suis assez d'accord avec toi. Voilà. Bah donc, il est temps de se dire au revoir. Sans oublier d'aller absolument non parce qu'il faut absolument la petite note de fin. Ah bah ouais, il faut absolument aller voir le dernier Pixar, celui qui est sorti dans un anonymat totalement complet, alors que les mecs il y avait un peu les bandes annonces chez UGC quand même. Ah putain, mais j'en ai vu aucune. Ah ouais, mais enfin même genre pour les affiches dehors, genre la date de sortie, si j'avais vu la bande annonce, j'ai dû la voir une fois, mais sinon c'était pas vice versa quoi, vice versa, t'as des affiches partout. Non, ça c'est vrai. Là c'est le truc est un peu sorti, justement dans l'ombre de vice versa. C'est pas vice versa non plus, c'est même pas Les Indestructibles, c'est pas Ratatouille, c'est pas le meilleur Pixar du tout. Mais si vous voulez pleurer un bon petit coup, parce que ah non mais c'est Pixar, hein, t'y vas pas parce que tu dis ouais bon je connais, genre il va rencontrer machin, il va être ami, puis après il va prendre la valeur de la tolérance mais voilà. Sauf qu'au final ça marche toujours quoi, ça marche toujours, putain c'est fou, ils te prennent toujours en traître ces gars-là. Et ce sont des génies, je pense qu'on en parle jamais assez et que les mecs chez Pixar, ils font peut-être le meilleur cinéma. Enfin, le cinéma le plus régulier de notre époque. Mais c'est superlatif, intellectuel et sémantique. Et voilà. Intéressant. Sur toute cette masse intellectuelle, on va vous dire au revoir. On va vous laisser méditer. Voilà, c'est ça. On va vous souhaiter une bonne semaine, d'aller voir de bons films et surtout amusez-vous bien. Et riez, souriez, pleurez. Au revoir.